Ce webinaire donc, durera 1 heure et sera présenté par Vincent Piedboeuf. Vincent, qui, pour celles et ceux qui ne le connaissent pas encore, travaille pour Nexum en tant que senior consultant en change management. Il a déjà accompagné notamment de nombreux projets clients dans leurs projets de transformation. Et il est également pour nous formateur ProSci et délivre à ce titre des formations en change management telles que la certification, le manager, le sponsor programme, project manager, etc. Donc voilà, il est 13 heures, je vais laisser la parole à Vincent. N'hésitez pas à poser donc vos questions tout au long du webinaire et on se retrouve à la fin pour la session de questions et réponses. Merci Antoine et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire sur un thème que nous avons déjà entamé l'année dernière, sur ce thème d'une réflexion sur l'aptitude organisationnelle au changement. Le webinaire qu'on va parcourir ici sur le CMO fait partie de ce thème. Je veux dire par là, passer d'une approche projet par projet vers l'intégration du change management dans l'ADN de votre entreprise. Donc, on a déjà exploré ce sujet suivant plusieurs perspectives. On a parlé lors d'un webinaire précédent de l'agilité organisationnelle, on a parlé du développement des compétences et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très précis. C'est ce que nous avons décidé d'appeler CMO, qui signifie Change Management Office. Mais bon, ça ne doit pas nécessairement être un CMO. On va parler peut-être de façon plus générale d'une entité fonctionnelle. C'est-à-dire, ça peut être un centre d'expertise, un groupe fonctionnel dédié au volet humain du changement. C'est ce qu'on appellera donc CMO. En tout cas, le terme CMO a déjà été utilisé pas mal de fois dans beaucoup d'entreprises. Et on a déjà récolté pas mal de données sur ce sujet dans la recherche. Et on va maintenant faire le récit de la mise en place d'un CMO. Alors, je vais vous présenter l'agenda de ce webinaire. Je commencerai par vous donner quelques fondements qui viennent de la recherche. Je dirais, on pourrait parler de données démographiques sur le CMO. Ensuite, on va se poser les quelques questions essentielles, à savoir pourquoi a-t-on besoin d'un CMO, à quoi ressemble-t-il, comment le mettre en place et où se trouve-t-il. Et nous terminerons avec une discussion sur les prochaines étapes, comment vous pouvez transformer tout ce que nous aurons vu en actions concrètes pour mettre en œuvre un tel groupe fonctionnel dans votre entreprise, pour mettre en œuvre ce que nous pouvons appeler un CMO. Alors, je vais commencer en gérant vos attentes. Donc, si vous attendez pour ce webinaire juste une recette de cuisine à suivre étape par étape, eh bien là, je vous invite à revoir vos attentes. La réalité est que ça ne va pas être si simple que ça va énormément dépendre du contexte. Et vous devrez adapter votre approche en fonction des circonstances. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc, ce que nous allons devoir aborder, ce sont les questions de pourquoi créer un CMO, que fait-il, comment fonctionne-t-il et où se trouve-t-il. Nous allons aborder ces questions et en fonction de cela, j'espère que vous allez pouvoir ainsi trouver votre chemin pour arriver à mettre en place votre propre CMO dans votre entreprise. Donc, il n'y aura pas de recette de cuisine, il y aura ces 4 questions que nous allons explorer. Donc, la façon dont on va procéder pour chacune de ces 4 questions, je vais vous fournir des données que j'ai obtenues de différents endroits et puis je vous demanderai de participer. On organisera des petits sondages, comme ça on va rendre ça assez interactif. Alors je vais faire comme dans les mauvais films ou les mauvais romans, je vais directement vous parler de la fin. À la fin du webinaire, voilà ce que je vais vous montrer. Ça servira de conclusion et je vous dirai voilà les clés du succès pour la mise en place d'un CMO et je vous demanderai de réfléchir aux actions que vous allez pouvoir faire. Donc, on peut les parcourir rapidement maintenant et on les reparcourra tout à l'heure. La première clé du succès va être d'impliquer un sponsor. La deuxième, ça va être de définir des buts mesurables, la clarification des rôles, la spécification des relations et le fait de gérer la mise en place de CMO comme un changement. Donc, on va explorer ces éléments pour que vous puissiez définir des actions concrètes pour mobiliser, activer et peut-être, dans certains cas, ressusciter un CMO dans votre entreprise. Alors, je vais commencer par un petit sondage. Donc, vous, pour les participants ici présents,
Je vous invite à prendre votre ordinateur, votre portable ou une tablette et vous allez vous connecter sur le site paulev.com. Donc, vous voyez ici en haut de l'écran, po2lev.com/Nexum. Donc, vous vous connectez là-dessus et puis vous allez voir apparaître cette question. Avez-vous un groupe fonctionnel dédié au change management? Et vous allez simplement répondre à cette question sur la plateforme. Soit vous allez répondre non, nous n'avons pas de groupe fonctionnel dédié au change management, tel qu'un CMO. On peut dire également, vous pouvez dire non, mais c'est en cours, ou alors oui, on en a depuis quelque temps, disons moins d'1 an, ou alors on en a depuis 1 à 5 ans, ou alors oui, nous avons un CMO depuis déjà plus de 5 ans. Donc prenez quelques secondes, connectez-vous à la plateforme et répondez à cette première question. On va attendre que les résultats se stabilisent. Ok, ça m'a l'air d'être stabilisé, presque. Donc, je vois pour l'instant que 44% des participants à ce webinaire n'ont pas de CMO dans leur entreprise. Maintenant, c'est monté à 50%. 30% l'envisagent sérieusement. Et donc, on a 20% des participants au webinaire qui ont déjà un CMO, soit depuis moins d'1 an, soit 1 à 5 ans, mais personne ici n'en a depuis plus de 5 ans. Donc, voilà, on peut retenir donc pour les participants, une vingtaine de pourcents ont un CMO dans leur entreprise. Eh bien, commençons maintenant. Commençons par les fondements. Ce que je vais faire, je vais prendre pas mal de données venant de la recherche qui vont vous aider à voir ce que ça signifie d'avoir un CMO et ce qui se passe au niveau mondial, je dirais. Alors, dans la recherche, la réponse à la question « Avez-vous un CMO ou un groupe fonctionnel ?» Eh bien, on voit que d'étude en étude, le nombre augmente. En 2017, donc la dernière étude de Process, c'était 40%. Donc, ceci est à mettre en rapport avec les participants à ce webinaire où on a vu que c'était plutôt 20%. Mais en général, au niveau mondial, c'est plutôt 40%. Alors, nous avons collecté des données concernant les secteurs d'activité. Alors, la ligne grise que vous voyez, c'est la moyenne, la population entière de la recherche. C'est là qu'on voit nos 40%. Et vous voyez, au-dessus de cette ligne grise, ce sont les secteurs qui ont plus souvent un PMO que la moyenne. Et en dessous, c'est ceux qui l'ont moins souvent. Donc, vous pouvez certainement vous situer par rapport à ça. Également, recherche la proportion des entreprises qui ont des CMO en fonction des régions géographiques. Vous voyez les 40% en ligne grise. Ce qu'on voit en haut du tableau, ce sont les zones géographiques où on a plus souvent un PMO. On voit en tête Moyen-Orient, Asie et îles du Pacifique, mais là, je vous inviterai à être prudent par rapport à ça. Regardez sur la partie droite de l'écran. Ce sont des zones où il y a très peu de participants, donc on peut supposer que ce sont les participants les plus pointus, et c'est probablement pour ça qu'on a une plus grande proportion de CMO. Je pense que ce qu'on peut dire quand on voit ces graphiques, c'est que le Canada, les États-Unis, Australie et Nouvelle-Zélande sont au-dessus de la moyenne. Par contre, Europe et Amérique latine, nous sommes en dessous de la moyenne. En Europe, je vois 32%, et ici, nous avons dit, pour cet après-midi, nous sommes 20%. Autre donnée de la recherche concernant les CMO en fonction des tailles d'entreprise. Ce qu'on peut observer de façon assez sensible, c'est pour les plus grandes entreprises, on verra plus souvent un PMO. À gauche, c'est en fonction du revenu, et on voit que les entreprises qui ont le plus de chances d'avoir un CMO sont celles qui ont le plus grand revenu. Et de même, au point de vue du nombre d'employés à droite, on voit bien que c'est les plus grandes entreprises en termes de nombre d'employés qui ont le plus souvent un PMO. Autre donnée, je dirais encore plus intéressante, c'est la corrélation de l'existence de ces entités fonctionnelles avec la maturité des entreprises. J'utilise ici
Le modèle de maturité de ProSci, donc je peux le résumer très brièvement. Le niveau 1, on ne fait quasiment pas de change management. Au niveau 2, on en fait sur quelques projets. Au niveau 3, on en fait sur un grand nombre de projets. Au niveau 4, on standardise les meilleures pratiques de l'entreprise sous forme de normes organisationnelles. Et au niveau 5, le plus haut le niveau de maturité, tout cela devient véritablement une compétence organisationnelle, c'est dans l'ADN de l'entreprise. Eh bien, regardez à droite, la proportion de PMO en fonction des niveaux, et c'est très clair, on trouve les 40% pour l'ensemble de la population, mais on voit bien que c'est au niveau le plus élevé qu'on a le plus souvent un PMO. Les entreprises qui ont la plus grande maturité en conduite du changement, eh bien, dans 3/4 de ces entreprises, eh bien, vous aurez un PMO. Une autre question que je vais vous poser, et là je vous invite à reprendre votre tablette ou votre ordinateur, votre portable connecté sur la plateforme paulev.com/nexum. Et là, je vais m'adresser donc aux 20% qui ont un CMO ou un groupe fonctionnel de change management dans l'entreprise, et simplement pour vous demander quel est le nom de cette équipe ou de ce groupe. Donc ici, voilà, un participant nous parle d'un groupe qui s'appelle AC. C'est le groupe Accompagnement au changement. Oui, donc ceux qui n'ont pas de CMO n'ont pas besoin de répondre, ou alors peut-être je lis none, peut-être que l'entité existe mais elle n'a pas de nom, c'est possible. Je vois dans une entreprise, on a décidé d'appeler ça l'équipe Change. Oui, pourquoi pas. Le Change Office, qui est très, très en ligne avec le terme de CMO, Change Management Office. La cellule Change, oui, donc équipe Change ou cellule Change. Une équipe, ça c'est intéressant, qui ne va pas s'appeler équipe, mais qui va avoir son nom en fonction de l'objectif du change management, à savoir usage and adoption. L'équipe qui vise à l'utilisation et l'adoption des changements. Practice, le practice de change, donc un peu dans le sens des équipes ou cellules. On peut avoir une équipe qui s'appelle simplement gestion du changement. Quelqu'un nous dit ici gestion du changement, mais ça n'est pas très formalisé. Oui, j'imagine que la cellule ou l'entité, le groupe fonctionnel existe, mais on ne lui a pas encore vraiment trouvé de nom, et dans les couloirs, on dit, ben oui, l'équipe qui s'occupe de la gestion du changement. Oui. Les change agents, ça c'est particulièrement intéressant, on va aborder cela tout à l'heure, c'est quelque chose qui, quand on parle de change agents, ça reflète certainement l'idée d'un groupe fonctionnel décentralisé, où on place des agents du changement dans les différents endroits de l'entreprise. Oui. Les agents du changement, qui est en fait la traduction française de change agents, donc même commentaire, ça montre bien une certaine décentralisation de ce groupe fonctionnel. Donc vous voyez, on peut en fait mettre plusieurs noms, des noms assez différents pour cette entité. Je suis allé chercher dans la recherche les différents titres qu'on voit, et vous voyez, il y a le terme change management apparaît très souvent dans le nom de l'équipe. On va voir le change management au niveau de l'organisation, le centre d'excellence, le change management au niveau de l'entreprise. Je vois ici l'équipe change management, comme vous l'avez mentionné, et ainsi de suite. Pas mal de termes qui reprennent le mot change. On voit par exemple change practice qui a été cité ici dans ce sondage, et vous voyez toute une série de noms qui sont possibles. Donc évidemment, on ne va pas se formaliser pour le nom. Vous voyez que très souvent, on y place bien sûr le mot changement ou le mot change. Parfois, il y a des titres qui utilisent d'autres termes. On voit très souvent, en tout cas j'ai très souvent vu le titre de transition ou transformation, le Transformation Office par exemple, ou amélioration, stratégie, exécution ou excellence. Alors, je pense que ceci, c'était les quelques éléments du fondement, ce qu'on entend par le CMO, qu'est-ce que c'est et comment il s'appelle, hein, et dans quelle proportion on en voit. Je vous propose d'aborder maintenant la première question. Pourquoi a-t-on besoin d'un CMO ? Je vais reprendre une réflexion qu'on avait menée lors d'un webinaire précédent. Je vous invite à faire un pas en arrière. Je ne vais pas tout de suite vous parler de pourquoi un CMO, je vais vous parler de pourquoi il est important pour une entreprise de développer son aptitude organisationnelle en change management.
Nous avions fait un webinaire là-dessus et on avait mis en évidence que l'aptitude organisationnelle est un facilitateur essentiel de l'agilité pour l'entreprise. Certains d'entre vous se souviennent peut-être, on avait repris beaucoup d'éléments de PricewaterhouseCoopers, de Accenture, de David Conner, etc. Et chaque fois, on avait vu que l'agilité organisationnelle avait plusieurs piliers et que le change management était toujours au moins un de ces piliers-là. L'aptitude organisationnelle va également vous aider à réduire la saturation et les coûts de la saturation. L'aptitude organisationnelle en changement va vous aider à soutenir l'exécution de votre stratégie. Pourquoi? Tout simplement parce que la stratégie, c'est du changement. Et donc, l'aptitude au changement vous aide à la stratégie. Évidemment, ça va vous apporter un avantage concurrentiel. Ça va vous permettre de surpasser la concurrence par l'aptitude au changement. Et aussi, l'importance de pouvoir multiplier les bénéfices du changement. Je veux dire que quand on fait du change management sur un projet, eh bien, la recherche montre qu'on multiplie par 6 la probabilité de succès de ce projet. Eh bien, quand on fait du change management de façon organisationnelle, eh bien, on multiplie ce bénéfice par le nombre de projets sur lesquels on l'affiche. Alors, à tout moment, n'hésitez pas à poser des questions dans la petite fenêtre questions et réponses. Notamment, je vois un participant qui pose la question « Qu'entendez-vous par saturation ?» Eh bien, par saturation, on entend que la quantité de changement devient trop grande par rapport à la capacité organisationnelle à mener tous ces changements. On peut avoir une saturation parce que par exemple, les équipes de projet n'ont pas la capacité de livrer suffisamment. Ou alors une saturation parce que les collaborateurs reçoivent trop de changements sur la tête et n'arrivent plus à suivre. Ce sont des exemples de saturation. La recherche montre qu'environ 80% des entreprises sont proches du point de saturation, au point de saturation ou même au-delà du point de saturation, ce qui entraîne énormément de souffrance organisationnelle, souffrance de projet et également souffrance des collaborateurs. Donc, merci pour cette question. Alors, je vais continuer la réflexion sur le pourquoi. Et ça, c'est un tableau que j'utilise beaucoup avec des comités de direction. Et c'est un tableau, je dirais, qui entame la discussion et qui la clôture également. Je vais reprendre le niveau de maturité. Vous vous souvenez, les niveaux de maturité en changement organisationnel. Et ce que vous voyez à droite, c'est le taux de succès des projets en fonction du niveau de maturité. Eh bien, ce qu'on voit, c'est que lorsqu'on est au niveau 1, eh bien, seulement 39% des projets atteignent les bénéfices souhaités. Lorsqu'on monte au niveau 2, ça saute déjà à 45%, et c'est seulement lorsqu'on arrive au niveau 3 qu'on a au moins la moitié des projets qui fournissent les résultats souhaités. Et comment avoir le taux de succès le plus élevé dans les projets? C'est en étant au niveau de maturité le plus élevé, bien sûr. Niveau 5, 66%. Donc, ça, c'est une raison essentielle pour laquelle il faut mettre en place une entité fonctionnelle pour la conduite du changement, c'est de soutenir la maturité de l'entreprise en change management et ainsi maximiser le taux de succès des projets. Un autre élément important du pourquoi mettre en place une telle entité fonctionnelle, c'est que ça fait passer un message très très clair dans l'organisation. On va peut-être simplement créer une case dans l'organigramme, la case avec ce change practice, par exemple, comme ça a été dit, ou cette cellule d'accompagnement au changement. Eh bien, rien que le fait de créer cette case, eh bien, c'est un message venant du top management dans l'entreprise. Un message qui consiste à autoriser le déploiement du change management et surtout à le légitimer. Et c'est un message qui va aider la socialisation du change management, c'est-à-dire que ça va véritablement rentrer dans le langage courant de l'entreprise et ça va également aider à stabiliser ces orientations d'augmentation de la maturité dans l'entreprise. Voilà pourquoi ça a l'importance d'avoir un tel groupe fonctionnel. Alors, également, en termes de développement de l'aptitude organisationnelle, je vais vous présenter un autre modèle que j'aime beaucoup pour cette aptitude organisationnelle. C'est ce que j'appelle la carte stratégique du change management au niveau de l'entreprise, qui a été développée par ProSci. Ce que ce modèle dit, c'est que pour développer votre aptitude organisationnelle, vous devez agir sur 5 leviers. Le premier, c'est avec le levier du leadership, bien sûr. Le deuxième, les projets, ça consiste à commencer à appliquer le change management sur des projets. Le troisième levier, on l'appelle compétences, c'est-à-dire qu'on doit développer les compétences dans les différents rôles de l'écosystème de l'entreprise.
Le levier de la structure consiste à mettre en place les structures qui vont faire que le change management va pouvoir se répandre. Et les processus, par là, on veut dire l'intégration du change management avec les différents processus de gestion de l'entreprise, par exemple l'amélioration continue ou agile ou Lean Six Sigma et ainsi de suite. Eh bien, ici, on va regarder très clairement le levier structure. Ce que je veux dire ici, c'est qu'en mettant en place une entité fonctionnelle telle qu'un CMO, eh bien, on va favoriser la structure, ce qui va être un levier essentiel pour développer l'aptitude organisationnelle au changement et augmenter ainsi le taux de succès des projets. Si on regarde ces différents leviers, vous devez savoir qu'on peut vous aider, bien sûr, à les pratiquer, à les actionner. Tout particulièrement, si vous êtes intéressé, vous prenez contact avec nous. Nous organisons un atelier qui s'appelle Atelier d'alignement stratégique. C'est un atelier de 2 jours pendant lequel nous vous aidons à trouver les moyens de bien actionner chacun des 5 leviers. Donc, cette entité fonctionnelle qu'est le CMO, eh bien, ça va être un contributeur essentiel de la maturité organisationnelle. Vous comprenez bien, lorsque on met en place un CMO, ça va aider à standardiser. Ça va aider à standardiser le change management, qui est un domaine de compétence du change management en entreprise. Mais le CMO va également aider d'autres domaines de compétences par rapport au changement. Ça va aider à favoriser le leadership, à l'application du change management sur les différents projets et à la socialisation, bien sûr. Et d'une certaine mesure, le CMO va aider à développer les compétences. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'un CMO va vous aider à développer tous les domaines d'aptitude organisationnelle pour développer l'aptitude au changement dans votre entreprise. Une autre raison que vous pouvez mettre en avant pour dire qu'il est important d'avoir un CMO, c'est si on se réfère aux tendances en change management dans les entreprises au niveau mondial. L'année dernière, on avait fait un webinaire sur ce sujet-là, et pour ceux qui y étaient peuvent peut-être se souvenir que la tendance numéro 2, c'est l'établissement d'un CMO. De plus en plus d'entreprises parlent de cela et veulent établir un CMO dans les années qui viennent. Bon, alors bien sûr, on est d'accord, simplement dire tout le monde le fait, ce n'est pas une raison, hein, mais vous pouvez quand même utiliser ceci pour montrer que la mise en place d'un CMO n'est pas hors de la norme, je dirais. Donc voilà, on a vu ici différentes façons d'exprimer l'importance, le pourquoi d'une entité fonctionnelle telle qu'un CMO. Je vous invite maintenant à faire la réflexion pour vous-même dans votre propre contexte. Antoine a distribué à chacun de vous, avant le webinaire, une petite feuille de travail sous format PDF qu'il vous a invité à imprimer. Eh bien, je vous suggère de prendre cette feuille et dans la partie supérieure gauche, vous avez donc cette question. Pourquoi créer un CMO ? Prenez donc 1 minute maintenant, vous utilisez votre propre contexte d'entreprise, les problèmes en cours, le langage de votre management pour créer votre propre argumentaire pour la création d'un CMO. Prenez juste 1 minute pour rédiger cela. Bon, si vous n'avez pas eu le temps d'imprimer cette feuille, vous prenez une feuille blanche et vous la divisez en 4, comme vous le voyez à l'écran, et vous rédigez simplement dans la partie supérieure gauche pourquoi devons-nous créer un CMO. Pensez donc à ce que nous avons vu en termes d'avantages concurrentiels, d'impératifs stratégiques, de multiplication, de réduction des coûts, d'agilité organisationnelle, de corrélation avec le niveau de maturité et de taux de succès de projet, de levier pour le développement de l'aptitude organisationnelle. Tout ce que nous avons vu ici, vous pouvez l'exprimer dans le contexte spécifique. Et lorsque vous avez rédigé ça, je vous invite à reprendre la plateforme du sondage et de rédiger ici votre propre formulation. Pourquoi devons-nous mettre en place un CMO dans notre entreprise? Donc, prenez une petite minute pour répondre à cette question. Vous devez vous imaginer ici, bien sûr, face peut-être à votre comité de direction
et utilisez bien leur langage et leur contexte. Je lis ici le besoin de structure, de la pratique change au niveau organisationnel. Ne plus avoir une méthode différente pour chaque projet. Voilà qui est déjà un langage, je pense, très approprié. Centraliser la connaissance en change management dans l'organisation et uniformiser les pratiques au sein du groupe. L'uniformisation, la centralisation, on va y revenir bien sûr, un exercice stratégique qui démarre. Oui, ça c'est inspirant en effet. Nous devons nous aligner avec la concurrence, améliorer nos offres et nos réponses aux besoins des clients. J'irai peut-être même un peu plus loin, parce qu'on le voit lorsqu'on a un CMO, on fait plus que s'aligner avec la concurrence, on prend vraiment les devants sur la concurrence. Aligner les façons d'aborder toutes les transformations de l'entreprise, oui, toutes les transformations, parce qu'en effet, il y en a souvent plusieurs. Centraliser puis mieux diffuser les bonnes pratiques, envoyer un message fort aux équipes et rassurer face à l'accumulation de projets. Excellent argumentaire, je pense. Nous pourrons augmenter les chances de réussite des projets à venir, harmoniser les pratiques et gagner en hauteur de vue stratégique. Partager les meilleures pratiques de change management dans tous les projets de changement. Communiquer et expliquer les projets de changement à toute l'entreprise. Standardiser les méthodes d'approche, optimiser les ressources change management, reconnaître le besoin de change management par une équipe officielle, encourager l'adhésion des stakeholders. Voilà toute une série de très très bonnes raisons. Ce que nous allons faire à la fin du webinaire, on vous invitera à rentrer votre adresse mail et puis Antoine vous enverra le contenu de tous ces sondages, ce qui pourra, de façon tout à fait pratique et concrète, vous aider à formuler votre argumentaire pour la conduite du changement, pour le CMO et la conduite du changement. Voilà, ça c'était la première question, pourquoi un CMO? Maintenant, on va aborder la deuxième question qui est le quoi. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un CMO? Je commencerai en listant des idées de quelles sont les responsabilités, les prérogatives du CMO. Et ceci, je l'ai pris de la recherche également. Très souvent, le CMO maintient la méthodologie. Aussi, le CMO maintient les outils. Le CMO fournit une aide consultative aux équipes de projet. Il fournit les ressources de change management aux différentes équipes de projet. Il maintient une communauté. Il fournit du coaching, notamment aux sponsors. Il mène le trajet de change management dans les différents projets. Il suit le progrès du change management dans les projets. Il fournit du coaching maintenant aux managers et il suit et gère le portfolio des changements. Donc, vous voyez, il n'y a pas une responsabilité unique et correcte par-dessus les autres. Ça va dépendre de votre contexte spécifique dans votre entreprise. Mais la chose importante, c'est que vous allez devoir formaliser ces responsabilités dans une charte de votre CMO. Si nous ne déclarons pas ce que nous faisons, eh bien les autres ne sauront pas ce que nous faisons. Et ça va être particulièrement important et j'y reviendrai bien sûr. Alors, également dans l'activité du CMO, ça va vraiment être des activités d'engagement dans l'entreprise, notamment avec les praticiens du change management. Le CMO va contribuer nettement à la sélection et au déploiement de la méthode de change management. Le CMO va choisir et diffuser les outils. Le CMO va montrer ce qu'on appelle les success stories, montrer que le change management a apporté le succès de tel ou tel projet. Le CMO peut animer une communauté de change managers, une communauté qui sera orientée partage des connaissances, l'apprentissage, la résolution des problèmes par des approches de co-développement, et également la reconnaissance des succès. Et donc, le CMO peut organiser toute une série d'activités, des rencontres informelles, des contacts mensuels, des réunions trimestrielles, des symposiums annuels, une communauté virtuelle, tout cela pour arriver à la maintenir et développer le change management au sein de l'organisation. Mais l'implication du CMO ne se limite pas au change manager, l'implication du CMO va au-delà et couvre également les autres rôles dans l'entreprise. Le CMO va fournir, par exemple, des ressources pour les projets. Le CMO va fournir une aide consultative au projet. Le CMO va permettre l'éducation des autres rôles à part le change manager. Le CMO peut donner des formations en change management. Le CMO peut préparer et coacher des sponsors, peut former et coacher des managers et également former des équipes de projet. Je vous invite donc maintenant à reprendre votre feuille et on va passer maintenant à la partie supérieure droite. Le CMO que vous avez ou le CMO que vous aimeriez mettre en place, que fait-il ou que va-t-il faire? Donc, j'ai repris ici une liste, donc la liste que j'ai prise de la recherche, mais vous pouvez bien sûr y ajouter des choses. Vous pouvez cocher les cases de ce que vous voyez bien comme étant dans les prérogatives de votre CMO, ou n'hésitez pas à en ajouter. Prenez quelques secondes pour y réfléchir et puis je vais lancer de nouveau un sondage
pour voir d'après vous quelles sont les responsabilités spécifiques de votre CMO. De nouveau, vous allez prendre la plateforme. Et dans le CMO que vous avez ou que vous envisagez de mettre en place, quelles vont être les responsabilités spécifiques? Vous pouvez bien sûr réutiliser tout ce que nous venons de voir en termes de être gardien de la méthodologie, déployer les outils, coacher, former. Je l'ai ici centralisé le knowledge change, donc centraliser tout ce qui est toute la connaissance sur la pratique de la conduite du changement. Oui. Je pense en effet que c'est une excellente prérogative de CMO. Les gens doivent savoir vers qui s'adresser lorsqu'ils auront des questions, par exemple au sein des projets, ou certains managers, ou certains sponsors, lorsqu'ils auront des questions sur qu'est-ce qu'il faut appliquer en termes de conduite du changement, au moins on sait où aller. Former les stakeholders dans l'entreprise. Je pense en effet que c'est une prérogative extrêmement importante pour un CMO. Quand on parle de former, ce n'est pas former à l'utilisation des outils apportés par les projets, mais c'est former aux bonnes pratiques de la conduite du changement. Les managers doivent être formés, par exemple. Les sponsors doivent être formés. Les équipes de projet également. Eh bien, le CMO peut prendre cela. Évaluer l'impact du changement. Certainement, les CMO peuvent intervenir de façon transversale sur les différents projets pour évaluer les impacts et créer une sorte de ce que j'appellerais une heat map pour voir les projets qui ont le plus besoin de conduite du changement. Être au change, ce qu'un PMO est au projet. Oui, j'aime beaucoup cette analogie. D'ailleurs, le terme CMO vient de cette analogie. PMO, c'est Project Management Office ou Program Management Office. C'est une entité centralisée qui va faciliter la gestion des projets. Eh bien oui, le CMO peut être le même genre d'entité centralisée pour faciliter le change management dans l'entreprise. Elle le relais entre la réalité du terrain et le comité de direction. Oui, certainement. Le CMO peut servir de centre névralgique pour toutes les informations concernant la conduite du changement, pour apporter tout cela au comité de direction. Maintient la méthode, absolument. Anime une communauté, centralise la connaissance, suit les progrès change management, soit au niveau des projets, soit au niveau de l'entreprise. Préparer les plans de changement, absolument. Ça peut être une entité centrale pour les différents projets de l'entreprise. Méthodologie fournit les ressources au projet, anime la communauté. Le rôle de change facilitator qui peut se trouver dans le CMO, c'est-à-dire faciliter le changement, notamment en coachant les sponsors et en animant une communauté, la communauté de change management, pas uniquement avec les change managers, mais probablement également avec des chefs d'équipe, par exemple. Le rôle de conseil auprès des chefs de projet. Oui, absolument, le conseil auprès des projets est extrêmement important pour que les projets ne se focalisent plus uniquement sur la livraison des solutions, mais commencent à regarder également l'adoption et la solution de ces solutions. L'adoption et l'utilisation. Donc, le fait de coacher, sensibiliser jusqu'au plus haut niveau, les exécutifs, gérer le changement, aide le hub organisationnel, oui, le centre névralgique, comme je le disais, animer les change agents de l'entreprise dans cette structure décentralisée. Et celui-là, je l'aime beaucoup, pérenniser le changement à la fin du projet. D'expérience, on peut vous dire que cette partie-là est souvent négligée et le CMO a probablement une grande valeur ajoutée parce qu'à ce moment-là, l'équipe de projet est souvent dissoute. Or, les activités de change management doivent continuer et ça peut être une grande valeur ajoutée du CMO. Eh bien, nous avons ici pas mal d'idées, de responsabilités du CMO et de nouveau, vous pourrez disposer de tout cela, des résultats des sondages dès la fin de ce webinaire. Donc, on va aborder maintenant la question du comment. Comment le mettre en place? À quoi va-t-il ressembler? Je dirais plutôt comme ça. Quelle forme va-t-il prendre? Comment va-t-il fonctionner? Et une très grande question que vous allez avoir lorsque vous mettez en place un CMO, ça va être la question de la centralisation ou de la décentralisation. Alors, ici, je vous présente un spectre. À gauche, hyper centralisé, à droite, hyper décentralisé. Et tout CMO peut se trouver à n'importe quel point sur ce spectre de la gauche à la droite. Donc, très centralisé, là, vous aurez une seule équipe. L'équipe CMO, à un seul endroit de l'organisation, qui va fournir les services à toute l'entreprise. Et du côté décentralisé, eh bien, nous aurons une communauté de pratiques de change management dans les différentes lignes métiers, par exemple. Ce qu'on va explorer ensemble ici, ce que je vais mettre en évidence, c'est qu'il n'y a pas une bonne réponse. Il n'y a pas une bonne réponse. Ça va vraiment dépendre de votre contexte et on va passer quelques minutes pour explorer tout ça.
ce qu'on va faire, on va essayer de remplir ces cases. Avantages, inconvénients. Chaque option a bien sûr ses avantages et ses inconvénients. Je dirais, a priori, dans une approche centralisée, eh bien alors là, vous avez accès à des ressources et à du budget de façon centralisée. Ça vous permet une certaine flexibilité dans la location des ressources. Et ça vous permet vraiment la centralisation. Donc, si vous êtes à un stade où vous cherchez désespérément la standardisation, eh bien, je dirais oui, l'approche centralisée est probablement la meilleure option. Passons à droite maintenant, le côté décentralisé. Bon, alors là, les ressources de change management vont être plus proches de l'endroit où le changement se produit. Donc, si vous avez une entreprise qui est très décentralisée géographiquement, eh bien, vous aurez des ressources de change management, par exemple, sur chaque site. Ou si les entités business ont déjà une certaine maturité, eh bien, vous aurez des opportunités de vous connecter avec chacune d'elles de façon optimale. Et dans des cas comme ceux-là, l'approche décentralisée peut être intéressante. Ce que je vais faire avant de continuer cette discussion, c'est, eh bien, je vais simplement vous poser la question. Vous voyez ici le spectre centralisé, hybride, décentralisé. Vous vous remettez sur la plateforme polev.com/nexum et vous allez simplement pointer, vous voyez les 5 cases en bas, vous allez pointer sur une case où vous pensez que votre entité fonctionnelle de change management devrait se trouver sur ce spectre centralisé-décentralisé. Alors, bon, vous ne savez peut-être pas encore ce qui sera le plus approprié dans votre contexte, bien sûr, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous, chez Nexum, on peut faciliter des ateliers spécifiques pour ça, des ateliers spécifiques pour la préparation au change management au niveau de l'entreprise. Également, nous menons un atelier d'alignement stratégique qui vous aide à considérer tous ces paramètres-là. Donc, chose intéressante aussi, je vois que vous commencez à répondre avec une certaine majorité sur hybride, c'est que, en fait, la configuration peut changer au cours du temps. Par exemple, au début, vous pouvez désirer être très centralisé pour créer l'engagement, créer la légitimité, comme je vous le disais, la case dans l'organigramme, créer la légitimité pour pouvoir mettre ce CMO en place. Donc, vous commencerez vraiment par la gauche, par une structure très centralisée. Et ensuite, nous pouvons progresser vers une configuration plus décentralisée. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que la maturité augmente, vous aurez plus d'opportunités de vous rapprocher des lignes métiers. Donc, vous voyez, il n'y a pas une réponse unique. Je vois que quelques personnes, donc il y a une certaine majorité sur la partie hybride. Bon, hybride, oui, en effet, ça a du sens, mais à condition, enfin, ça a du sens parce que ça peut apporter les avantages des deux approches, bien sûr, mais à condition d'être vraiment très très clair sur les responsabilités de chaque entité de cette structure hybride. Bon, ça peut être un peu compliqué, et alors nous devons vraiment être très clairs. Je vais prendre l'analogie très simple du tennis en double. Vous connaissez bien, lorsqu'il y a deux joueurs, parfois il suffit de passer la balle au milieu pour que les deux, chacun attende de l'autre qui prenne la balle. Eh bien, la structure hybride, c'est à peu près le même risque. Et donc, si vous ne précisez pas très clairement ce que chaque rôle va faire, la structure hybride peut comporter de sérieuses difficultés. Donc, il va falloir décider sur ce spectre. Alors, je vais vous présenter des idées, des choses que nous utilisons en atelier d'alignement stratégique pour vous aider à trouver le bon choix. Par exemple, nous utilisons toute une série de questions comme ceci. Et pour chacune des considérations, nous allons voir ce qui conviendrait le mieux. Par exemple, en termes de tendance culturelle, qu'est-ce qui serait le plus approprié? Eh bien, on pourrait par exemple dire que dans telle entreprise, la culture est très très centralisée et donc ce serait un avantage pour recentraliser. Ensuite, on peut considérer la distribution géographique. On pourrait très bien dire, mais ici, on a vraiment beaucoup de sites différents, donc il vaudrait mieux décentraliser. Question suivante, où se situe le sponsorship? Ça va nous aider également. Quels sont les besoins de standardisation, de flexibilité? Comme je l'ai dit, si on a beaucoup de besoins de standardisation, il vaut mieux tendre vers une approche plus centralisée. L'uniformité ou la disparité, au contraire, des maturités.
Et si on voit qu'en fonction des entités, c'est très différent, il faudra peut-être plutôt se pencher vers le décentralisé. D'où viennent les ressources de change management, bien sûr, ça aura l'importance. Et aussi, qu'est-ce qui fonctionne déjà ici? Et vous pouvez imaginer encore d'autres questions pour cela. Donc, nous utilisons donc toute une série de variables pour vous aider à vous positionner sur ce spectre centralisé-décentralisé. Nous ne faisons pas de prescription, mais nous vous facilitons la tâche, nous facilitons la conversation pour vous aider à prendre les bonnes décisions. Une autre question que vous devrez vous poser, bien sûr, c'est combien de personnes vont constituer cette entité fonctionnelle? Eh bien, je reprends également des éléments de la recherche qui montre ici que, dans beaucoup de cas, ces entités fonctionnelles ne sont pas si grandes que ça. Souvent, le groupe est petit. Et donc, ça montre que vous pouvez aider toute l'entreprise avec un petit groupe de spécialistes. Et donc, le coût est tout à fait raisonnable. Le plus courant, comme vous le voyez, c'est 2 à 5. Et ça, j'ai pu constater que ça varie pas mal en fonction du niveau de maturité. Alors, regardez ce tableau, je vous aide à le déchiffrer. Vous trouvez à gauche donc les niveaux de maturité et vous allez voir que au fur et à mesure qu'on augmente en maturité, regardez la colonne de droite ou même regardez les 3 colonnes de droite, 6 à 10, 11 à 20 et plus de 20. Quand on monte en maturité à partir du niveau 1, le pourcentage augmente. Ça veut dire qu'en augmentant de maturité, il va falloir des CMO de plus en plus grands, lorsqu'on commence à les décentraliser, par exemple. Et puis, chose intéressante, quand on arrive au niveau 5, vous voyez que ces 3 colonnes diminuent et c'est la colonne 2 à 5 qui augmente nettement. Ça montre bien que quand on arrive à un certain niveau de maturité, l'effort de soutien du change management peut considérablement diminuer. Quand on arrive au niveau 5, on est à la fois beaucoup plus efficace en change management et ça va coûter de moins en moins cher. Donc, données très intéressantes sur la taille de cette entité. On va faire la même chose ici. J'ai repris ici en bas à gauche les différentes variables qu'on peut utiliser pour votre spectre centralisé-décentralisé. En fonction de ce qu'on vient de discuter, prenez votre stylo et mettez pour chacun de ces critères une petite croix à gauche ou à droite, suivant que vous pensez que ceci devrait être plutôt centralisé ou décentralisé. Prenez une petite minute pour cela. Et je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez bien sûr utiliser l'icône question-réponse. Si vous désirez poser vos questions, dans certains cas, on peut choisir de répondre à vos questions directement, ou alors de toute façon, tout à la fin du webinaire, on prendra encore un peu de temps pour répondre aux différentes questions qui ont été posées. Bon, ceci était par rapport à nos réflexions par rapport au comment. Et la dernière question que nous allons nous poser, c'est le où. Où faut-il mettre cette entité? C'est une des questions les plus courantes que nous recevons de la part de nos clients. Ça vaut donc la peine de l'aborder. Commençons par un sondage et puis on va explorer. On va explorer ensemble. La question que je vous pose ici, c'est une question que je vais poser uniquement à ceux qui ont un CMO. Donc, les 20% de ceux qui avaient répondu qu'ils avaient un CMO, dites-nous uniquement où ils se trouvent. Donc, uniquement ceux qui en ont un. Alors, je peux déjà vous dire dans le creux de l'oreille que ma question suivante sera si vous aviez une baguette magique, où le mettriez-vous? Et là, j'inviterai tout le monde à y répondre. Je vois que... voilà, attendons quelques secondes que ça se stabilise.
Voilà, ça m'a l'air d'être stable. Maintenant, on voit une majorité à 36% pour le CMO placé dans la partie stratégie transformation. Évidemment, vous pouvez répondre, vous pouvez en prendre plusieurs si votre CMO est décentralisé, bien sûr. Niveau CODIR également. Donc, je lis ici 17% au niveau du PMO, 17% dans la RH, 8% dans les différentes business units ou dans les opérations, 33% dans stratégie transformation, 17% dans l'entité de développement organisationnel, ce qu'on appelle OD, et 8% au niveau du comité de direction. Eh bien, donc merci pour ça. Et maintenant, je vais inviter tout le monde à participer à la question suivante. Si vous aviez une baguette magique, où mettriez-vous le CMO? Eh bien, on voit également la majorité au niveau de stratégie transformation. Ce qui apparaît de façon notable, c'était qu'on avait quand même un certain pourcentage dans la RH et ici, on ne le voit plus. Donc, ça peut être relativement intéressant. Le niveau CODIR a été sensiblement augmenté. Eh bien, voilà quelqu'un qui apparaît dans la RH. Le niveau CODIR a été relativement augmenté. Donc, ce qui montre bien cette sensibilité à avoir le change management à l'agenda du plus haut niveau de management dans l'entreprise. Voilà, la chose intéressante est en effet la comparaison entre ce qui est maintenant dans la réalité sur le terrain et ce qu'on pense qu'il devrait véritablement être. Je vais prendre des données de la recherche. Et donc, les réponses à la question dans combien d'endroits trouve-t-on le CMO? Et vous voyez que 62% des participants à la recherche disent à un seul endroit. Alors, à quel endroit? Eh bien, on voit en majorité le PMO et la RH. Chose intéressante, stratégie, ici qui était vraiment dans ce webinaire présenté comme majoritaire, la stratégie n'apparaît plus qu'à 9%. Vous voyez qu'il y a différentes possibilités, 2 endroits, 3 endroits et plus de 4 endroits. Et là, vous avez différents types de combinaisons. La combinaison qui apparaît le plus souvent, c'est la RH et le développement organisationnel. Viennent ensuite IT et PMO, PMO et les business units, la RH et les PMO, et ainsi de suite. Vous voyez donc qu'il y a vraiment toute une série de combinaisons possibles. Et de nouveau, ce que j'ai pu constater, c'est que donc le nombre d'emplacements va évoluer avec la maturité de l'entreprise. Regardez ce tableau, c'est de nouveau une corrélation avec les niveaux de maturité. Vous allez regarder par exemple les 2 colonnes de droite, 3 endroits et 4 endroits ou plus. Et vous voyez que lorsqu'on arrive au niveau 5, eh bien, c'est majoritairement, genre, comment le dire, c'est le 4 endroits et plus, c'est au niveau 5 qu'on le verra le plus. De nouveau, c'est tout à fait cohérent avec ce qu'on a vu précédemment, à savoir que quand la maturité de l'entreprise augmente en termes de change management, eh bien, cette entité fonctionnelle va de plus en plus se décentraliser pour se trouver à plusieurs endroits différents. Alors que vous voyez dans les niveaux 2, 3 et dans une certaine mesure 1 et 4, eh bien, le CMO est véritablement centralisé à un endroit. Donc ici, tout cela est vraiment cohérent dans ce sens de décentralisation en fonction de la maturité. Eh bien, la question que je vous ai posée, où se trouve-t-il et où devrait-il être, elle a été explorée dans la recherche. Où vit-il et où devrait-il vivre? Et regardez ce qu'on observe, c'est que majoritairement, en effet, on le retrouve au PMO et à la RH. Par contre, lorsque les spécialistes disent où devrait-il vivre, eh bien, ici aussi, on voit une nette diminution de la RH, comme on l'a observé tout à l'heure, et on voit comme vraiment majoritairement le PMO et la stratégie. De nouveau, la localisation va dépendre
de la maturité. J'ai un nouveau tableau ici en fonction de la maturité et vous voyez que vous avez le plus de verts au niveau 5 puisque le CMO est le plus réparti à ce moment-là. Et au niveau 5, évidemment, les participants ont donné plusieurs réponses, tout particulièrement quand c'est décentralisé. Et on voit apparaître de nouveau PMO, la RH, Business Unit, la stratégie, au niveau corporate et au niveau du comité de direction, qui apparaissent lorsqu'on est au niveau 5 en termes de maturité. Alors, ce que nous avons compilé ici pour vous, je sais ça peut faire peur, mais vous recevrez bien sûr les slides et vous pourrez explorer tout ça en détail. On ne va pas parcourir tout ceci. C'est tous les avantages identifiés en fonction des différentes localisations. Si par exemple, vous décidez de mettre ce CMO au niveau PMO, eh bien vous aurez l'avantage que ça fournit l'accès au projet, que la plupart des changements partent du PMO et que vous aurez donc cet accès directement. Que le change management va s'aligner avec le but du PMO, c'est-à-dire soutenir la mise en œuvre des changements et aligner l'adoption des changements avec le succès des projets. Si vous décidez de le mettre avec la stratégie et transformation, eh bien, vous aurez comme avantage que le change management peut mieux s'aligner avec la stratégie et l'orientation de l'entreprise, et ainsi de suite. Vous allez voir toute une série d'avantages. Ce que ça veut dire aussi, vous devez bien être conscient qu'en fonction des choix que vous prenez, vos choix amèneront aussi certains inconvénients. Et donc, votre métier va consister à atténuer au mieux ces inconvénients tout en tirant profit au maximum des avantages que ça produit. Également, la recherche s'est penchée sur la question qu'est-ce qui a justifié la localisation, et on voit que tout d'abord, ça a été l'alignement avec la fonction ou avec les objectifs du CMO lui-même, et également où se trouvaient les ressources existantes, où étaient-elles déjà, où ont-elles l'influence, et c'est le plus souvent ce qui a mené les décisions sur où le placer. Je vais vous présenter un petit tableau qu'on utilise également pour vous aider à bien placer le CMO. Vous avez à gauche toute une série de critères que nous estimons importants et vous pouvez mettre des colonnes avec les différents endroits que vous considérez. Ici, j'ai mis par exemple le PMO, la RH, et il peut y avoir d'autres options. Donc, par exemple, vous pourriez très bien vous dire, voir l'importance d'avoir une portée au travers de toute l'entreprise avec votre CMO. Là, la RH aura certainement un plus, puisque la RH, très souvent, a véritablement une vue transversale sur l'entreprise. Le critère suivant, ça va plutôt être d'avoir un accès rapide aux données des projets et des changements qui vont arriver. Là, dans ce cas-là, c'est le PMO qui va avoir un plus, parce que dans les PMO, on voit directement les projets dès l'initiation. Le troisième critère, réputation, crédibilité, respect, ça peut être très, très variable. Parlons des PMO. Moi, j'ai déjà vu des PMO qui ont une véritable valeur ajoutée, qui vont par exemple activement coacher tous les chefs de projet, les aider à livrer, les aider à tenir leur planning sous contrôle, à bien gérer leurs risques, et donc leur réputation, leur crédibilité est très haute. Eh bien oui, ce sera un plus. J'ai déjà vu d'autres PMO qui étaient juste une bande de gars qui viennent juste cliquer sur des cases, ou tout simplement demander est-ce que tu as un business case, est-ce que tu as un risk log, etc. et qui n'ont aucune valeur ajoutée et qui sont très mal perçus dans l'entreprise. L'ARH, même chose. Vous connaissez probablement des départements RH qui ont une véritable valeur ajoutée, vers qui on va volontiers pour avoir des conseils, qui met vraiment de l'huile dans les rouages et qui a une très grande crédibilité, un très grand respect. Et il existe également des départements RH qui se limitent à faire des tâches administratives et qui n'ont aucune considération dans l'entreprise. Donc, ça va dépendre du contexte pour savoir où vous allez mettre plutôt des plus et plutôt des moins. Donc, ça va vraiment dépendre de votre entreprise. Eh bien, je vous invite à faire maintenant la même réflexion en une petite minute. En fonction de ces différentes considérations, peut-être d'abord où se trouve-t-il, votre CMO, et aussi en fonction des critères, où pensez-vous qu'il devrait être, avec les critères que j'ai repris sur cette feuille. Vous pouvez bien sûr ajouter d'autres critères, évidemment. Prenez donc quelques secondes pour reprendre ces critères, voir les plus et les moins, et en fonction de cela, arriver à une recommandation de la localisation que vous préféreriez pour le CMO. Donc de nouveau ici, vous notez, je ne fais aucune prescription. Cela va vraiment dépendre de votre contexte. Ce que nous faisons chez Nexum, dans cet atelier d'alignement stratégique,
eh bien, nous vous aidons à apporter les bonnes réponses à toutes ces questions cruciales et nous vous aidons à prendre les bonnes décisions. Eh bien voilà, c'était les 4 questions essentielles que nous avons parcourues et que vous avez pu capturer sur cette feuille de travail. Et on peut donc maintenant parler des prochaines étapes. Je l'avais évoqué tout en début de webinaire. Votre prochaines étapes, je pense qu'elles devraient véritablement être en termes d'action concrète, court terme, sur les 5 clés de succès que vous avez ici. Et prenez votre feuille de papier et rédigez. Dans les jours ou les semaines qui viennent, qu'allez-vous faire précisément? Qu'allez-vous faire pour impliquer le sponsor? Vous avez besoin, pour la mise en place d'un CMO, d'un sponsor fort, décidé, engagé, qui a la légitimité, la crédibilité pour mener cet effort. Ça va être absolument crucial. Qu'allez-vous faire pour impliquer ce sponsor, pour qu'il joue véritablement son rôle, pour mener vers l'avant cette entité fonctionnelle? Qu'allez-vous faire pour définir des buts mesurables? Vous devez rédiger, vous devez formuler, vous devez formaliser qu'est-ce qu'on entend par succès du CMO. Quelles sont les conditions qui vous permettront de dire le CMO est un succès pour cette entreprise? Qu'allez-vous faire à court terme pour clarifier les rôles? Les rôles entre le CMO et les projets, les sponsors, les managers, les responsables de l'amélioration continue, les Scrum Masters, tous ces rôles qui sont liés au changement, petit ou grand, dans les entreprises. Qu'allez-vous faire pour clarifier les rôles du CMO et clarifier les interactions, les relations entre le CMO et tous ces autres rôles-là? Et enfin, qu'allez-vous faire pour faire en sorte que la mise en place du CMO soit gérée comme un changement? Donc, la mise en place d'un CMO n'est pas un événement. C'est pas une grande cérémonie où on vient avec des grands ciseaux pour couper un ruban. La mise en place d'un CMO, c'est un processus de changement au travers de toute l'entreprise. Alors, qu'allez-vous faire déjà à court terme pour faire en sorte que la mise en place du CMO, le cheminement vers cette mise en place soit géré proprement comme un processus de changement? Je terminerai en reprenant les différents services que nous pouvons vous fournir chez Nexum si vous êtes dans ce trajet de développement d'un CMO. J'ai mentionné à 2 reprises cet atelier d'alignement stratégique. C'est un atelier de 2 jours avec les change managers qui doivent mener cette réflexion de mise en place de CMO. Pendant 2 jours, nous explorons toutes ces variables, j'en ai évoqué quelques-unes pendant le webinaire, nous vous aidons à les mettre dans votre contexte et nous vous aidons à y répondre. Nous offrons du conseil à la demande pour la création de CMO. Ça peut être du conseil mensuel ou trimestriel, ça peut être sur site, ça peut être à distance, en fonction de vos besoins spécifiques. Et nous proposons également un atelier de change management au niveau de l'entreprise. Là, c'est un programme d'une journée pour les directeurs qui doivent véritablement mener une telle initiative du développment de l'aptitude organisationnelle au niveau de toute leur entreprise. N'hésitez pas à envoyer des questions à prosa@nexum.eu. Nous pouvons bien sûr vous aider sur ces 3 axes-là. Et voilà, nous avons donc parcouru tous ces sujets, nous avons découvert les fondements de CMO par la recherche, nous avons développé notre argumentaire, pourquoi faut-il un CMO? Nous avons défini ce qu'est un CMO, ce que sont ses responsabilités, ses prérogatives, nous avons abordé le comment le positionner, le mettre en place, centraliser, décentraliser, et nous avons également exploré où il devait se trouver, et ceci va vous aider à définir de façon concrète vos prochaines étapes. Pour ceux qui le souhaitent, alors maintenant, je vous invite à entrer votre adresse mail et vous recevrez après le webinaire tous les slides, tous les supports que nous avons parcourus ici et également tout ce qui a été entré par tous les participants dans les différents sondages. Alors, pas d'inquiétude, votre adresse n'apparaîtra pas à l'écran. Nous allons capturer votre adresse et puis vous envoyer tout cela en souhaitant bien sûr que ça va vous aider concrètement à véritablement mettre en place votre entité fonctionnelle en change management pour favoriser
l'aptitude au changement dans toute votre entreprise. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je suis entièrement disponible pour vos questions. Merci Vincent, merci à toutes et à tous pour toutes les questions que vous avez posées. Peut-être avant de passer aux questions-réponses, Vincent, on a encore 2 webinaires de prévus, 2 webinaires avancés cette année. Le premier, le 26 avril, dont le titre est « Faire un business case pour le change management ». Et le second, « Ne parlez pas de ce que vous faites, mais parlez de ce que vous apportez » le 17 mai. Donc, pour vous inscrire, www.nexum.eu/webinar au pluriel. Peut-être un petit mot sur ces webinaires, Vincent. Donc, le premier, faire un business case. En effet, en quelques mots, un peu toujours dans le thème d'aider une entreprise à développer son aptitude, il est extrêmement important de pouvoir justifier et vendre le change management pour un projet ou pour l'ensemble des projets. Et une formulation qui est très efficace au point de vue de comité de direction, c'est sous forme d'un business case. Donc, nous découvrirons ensemble ce qu'on entend par business case de façon tout à fait générique, et puis nous découvrirons de façon pratique comment vous pouvez formuler ce business case, et nous verrons les termes qui peuvent être utilisés et les approches qui peuvent être utilisées pour ça. Et l'autre webinaire que j'appelle de façon provocante « Arrêtez de parler de ce que vous faites, mais commencez à parler de ce que vous apportez ». Le thème, c'est « Ne dites pas, il faut faire du change management ». Parlez plutôt de ce que le change management va apporter à l'entreprise. Et nous verrons pas mal de petits trucs très pratiques pour cela. Super, merci. Je vous copie-colle en attendant donc ici le lien pour que vous puissiez vous y inscrire, ainsi que les dates, les heures, etc. Donc une première question, Vincent, qui nous a été posée pendant le webinaire. Quels sont les principaux facteurs de succès ou d'échec d'un Change Management Office? Très bonne question, très bonne question. Alors comment puis-je formuler ça de façon structurée? Eh bien, d'emblée, je dirais, moi j'en vois 3. Et bon, c'est peut-être encore difficile de les mettre dans l'ordre, mais bon, le tiercé dans le désordre, je dirais. Un premier critère extrêmement important, c'est le fait de bien définir ce qu'est le rôle de ce CMO. Donc, une clé de succès va être vraiment de définir clairement ce que nous allons faire en tant que CMO, ce que nous allons apporter, quel va être notre rôle, quelles vont être nos interactions, tout particulièrement, comme je l'avais dit, quand on est en structure hybride. Et donc, une cause d'échec que j'ai souvent observée pour des CMO, c'est des CMO qui vont à fleur au fusil sans avoir bien défini, sans avoir bien décrit, sans avoir bien articulé, sans avoir bien formalisé ce qu'est leur rôle. Ça, je pense que c'est un premier succès, un premier facteur de succès ou d'échec. Le deuxième que je citerai, c'est le fait de véritablement avoir une valeur ajoutée, évidemment. Une cause d'échec de pas mal de CMO, c'est de ne pas avoir vraiment fourni des résultats, de ne pas avoir eu d'impact, de s'être déconnecté avec ce qui se passe sur le terrain. Par exemple, d'avoir passé trop de temps à définir des méthodos dans une tour d'ivoire qui n'étaient pas vraiment connectés aux vrais défis de l'organisation. Donc, la clé de succès pour cela, c'est d'améliorer de façon visible l'adoption et l'utilisation des produits apportés par tous les projets. Donc, de se focaliser au départ sur un nombre de projets qui n'est pas trop élevé, afin justement de pouvoir se focaliser, et surtout de bien penser à définir les bonnes métriques qui vont démontrer le succès des projets qui en découlent. Lorsque le CMO arrive à présenter ces métriques, le CMO arrive à bien démontrer sa valeur ajoutée, et ça, c'est un critère de succès important. Lorsque le CMO n'arrive pas à les démontrer, eh bien, il finit par mourir. Et le troisième que je vois, que je trouve extrêmement important, et je l'ai mentionné dans les clés de succès tout à l'heure, c'est la connexion avec un sponsor passionné, la connexion avec un sponsor qui mène efficacement toute l'initiative et tout au long de cette initiative qui doit vraiment être considérée comme un long processus. Le sponsor doit intervenir pour identifier les succès, pour les mettre en avant, en faire la publicité et chaque fois répéter l'importance de se tourner vers ce CMO grâce à sa valeur ajoutée. Merci. Alors, une autre question qui nous venait, c'est quelle est la meilleure approche pour assigner les ressources au Change Management Office? Ressources internes, ressources externes ou un mix des deux?
Ah, ok, oui, excellente question. Bon, d'abord, je dirais externe, c'est sûrement la mauvaise réponse. Oui. Euh, Parce que ici, avec le CMO, on est vraiment en train de parler de développement d'aptitude, de développement de l'aptitude organisationnelle au changement. Donc, c'est quelque chose qui doit grandir de l'intérieur. Et bien sûr, amener des ressources externes pour mener le CMO, ça ne va pas aller dans ce sens-là. Bon, ben, ceci dit, en fonction de contraintes, de disponibilité de ressources ou de besoins d'expertise, vous pourriez avoir besoin de ressources externes. Oui. Donc, ma réponse à cette question, à cette très bonne question, c'est, je dirais, en un, interne, en deux, si nécessaire, hybride. Mais absolument nécessairement, tout d'abord des ressources internes. Si vous n'avez pas l'expertise, si ces ressources internes n'ont pas d'expertise, apporter quelques ressources externes pour une structure hybride qui permettra d'aider ces ressources internes. Chez Nexum, on a toujours une mentalité que j'appelle teach to fish, apprendre à pêcher. C'est-à-dire que nous ne visons pas à placer des consultants, à placer des ressources chez les clients, mais nous visons à les aider à développer leur aptitude interne. Donc, clairement, en priorité interne et éventuellement hybride. Justement, pour rebondir sur ta dernière réponse, une question qui nous est venue en début de webinaire. Quand Nexum aide un client à prendre les bonnes décisions pour la mise en place d'un CMO, quels sont les principaux interlocuteurs? Ah oui, oui, très bonne question, très bonne question. Alors oui, ça peut paraître surprenant ce que je veux dire. D'emblée, je vais dire sûrement pas. Donc, sûrement pas un groupe de change managers. Voilà. Donc, la question est, quels vont être nos principaux interlocuteurs pour la mise en place d'un CMO? On pourrait très bien dire, regroupons les change managers pour mettre en place ce CMO. Et moi, je dis résolument, c'est pas la bonne approche. Donc, il faut prendre des représentants du project management, de la DRH, les représentants du développement des talents dans l'entreprise, les représentants de l'amélioration continue, la stratégie, la transformation, en fait, tous ces directeurs et managers qui investissent leur capital politique, qui investissent leur capital financier dans la réalisation de différents changements. C'est ces gens-là qui doivent être autour de la table. Car, en fait, nous voulons entamer la discussion avec eux, je dirais, en leur disant ceci. Par exemple, tous ces gens-là, il faut leur dire, vous investissez des montants considérables dans un portfolio de changement qui va avoir un impact sur l'entreprise. Il se fait que préparer, soutenir et équiper les collaborateurs dans tous ces changements est le pivot central pour obtenir le retour sur leurs investissements. Et le change management en tant que discipline a évolué pour vous aider à mener l'adoption et l'utilisation de telle sorte que vous allez capturer et obtenir ce retour sur investissement des projets qui dépend du volet humain. Et une composante essentielle du développement de cette aptitude consiste à mettre en place et faire fonctionner un centre d'excellence en change management, donc le CMO, qui pourra assumer ses rôles et responsabilités spécifiques. Et voici les différents emplacements où vous pourriez envisager de les créer. Et nous sommes ici pour vous aider dans vos choix. Donc pour ça, je m'adresserai à toutes ces personnes, à tous ces managers et directeurs qui ont dans leur souci quotidien, comment vais-je faire pour faire réussir ces différents changements. Merci. Peut-être une dernière question, un lien entre le PMO et le Change Management Office. Est-ce qu'un PMO mature est nécessaire, indispensable avant de mettre en place un CMO? Ah, très bonne question. Très bonne question. Donc, par PMO, on entend bien sûr le Project Management Office, c'est le bureau qui va centraliser toutes les données sur le projet, et le CMO, c'est l'entité qu'on vient de voir. A priori, on est souvent tenté de faire venir le PMO d'abord. Et ça a du sens, c'est censé, parce que le PMO va apporter la structure qui pourra ensuite être utilisée pour le développement du CMO et qui pourra donc aider à structurer les initiatives de changement. Mais j'en fais pas une fixation non plus, parce que j'y vois aussi beaucoup d'avantages à mener d'emblée les deux en parallèle. Donc, développer les deux en un front unifié. Alors, pourquoi ? Parce que ça va nous permettre de faire une intégration entre change management et project management dès le premier jour. Dès le premier jour, on les considérera ainsi comme des disciplines complémentaires avec un objectif commun. Et la proposition de valeur commune
de succès des projets par un bon project management et par un bon change management, et bien cette proposition de valeur commune va se définir dès le premier jour. Et la coordination efficace des ressources pour les projets et le change va pouvoir se faire dès le premier jour. Donc oui, c'est une très bonne question qui n'est pas si facile d'y répondre. Donc d'une part, oui, on a souvent tendance à mettre la gestion de projet en amont, comme ça le change management peut utiliser sa structure, mais d'autre part, moi je vois beaucoup d'avantages à les mener tous les deux de front dès le départ. De nouveau, il n'y a pas une réponse toute faite. Et de nouveau, ça c'est vraiment le genre de questions qu'on peut explorer ensemble lors de nos ateliers ou nos sessions de coaching à la demande, en fonction de votre contexte spécifique, en fonction de votre culture spécifique, en fonction de votre historique. On peut trouver les meilleures réponses à ces questions. Parfait. Merci beaucoup, Vincent. Voilà, ceci clôture donc notre webinaire aujourd'hui. Donc, pour rappel, nous avons donc 2 webinaires. Le prochain aura lieu le 26 avril sur comment faire un business case pour le change management. Et le deuxième, ne parlez pas de ce que vous faites, mais de ce que vous apportez. Donc, comment vendre encore mieux le change management en interne. Ça, ce sera pour le 17 mai. Si vous avez la moindre question, Vincent et moi, nous tenons évidemment à votre disposition. N'hésitez pas, nos adresses e-mail sont affichées sur votre écran. Et n'hésitez pas également à nous suivre sur la page LinkedIn pour retrouver tous les articles que nous écrivons, mais également les prochaines dates de webinaire. Il me reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine et un bon week-end à toutes et à tous. Et à très bientôt.